On vous a dit que le stoïcien est un homme sans colère, une statue de marbre, insensible aux tempêtes du monde. C'est un mensonge confortable qui maintient les hommes dans la passivité. La vérité, c'est que les stoïciens les plus puissants, de Sénèque à Marc Aurèle, n'étaient pas des êtres sans émotion. Ils étaient des ingénieurs émotionnels. Ils ressentaient la colère, mais ils ne lui appartenaient pas. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de supprimer la colère. Nous allons parler de la posséder. Je vais vous révéler la face cachée du stoïcisme, la stratégie que les sages antiques utilisaient, mais que les vulgarisateurs modernes ont dangereusement simplifiée. Une approche qui ne vous rend pas passif, mais stratégiquement puissant. Vous allez apprendre à transformer le poison en antidote, le feu destructeur en un carburant pour votre ambition. Avant de commencer, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est la plus grande frustration que la colère vous cause aujourd'hui? Soyez honnête. Votre réponse est la première étape. Le monde moderne est un champ de mine émotionnel. Chaque notification, chaque interaction, chaque titre d'actualité est conçu pour provoquer une réaction. On vous présente deux options, deux impasses. La première, la répression. On vous dit de ignorer, de prendre sur vous. Résultat, une pression interne qui finit par exploser en crise de rage, en anxiété chronique ou en maladie psychosomatique. C'est la stratégie de l'autodestruction lente. La seconde option, l'expression authentique. On vous encourage à tout laisser sortir. Résultat, vous devenez un esclave de vos impulsions. Vous endommagez vos relations, votre carrière, votre réputation. Vous signalez au monde que vous êtes instable et facilement manipulable. Ces deux chemins mènent à la faiblesse. L'homme moyen oscille entre les deux, ne trouvant jamais le véritable contrôle. Il subit la colère, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Le but de cette vidéo est de vous présenter la troisième voie, la voie du stoïcien moderne, celle où la colère n'est ni un maître à servir, ni un ennemi à abattre, mais un outil à maîtriser, une source d'information et d'énergie que seuls les esprits disciplinés savent utiliser à leur avantage. Bloc 1. L'anatomie de la colère. Plus qu'une émotion, un signal. Pour l'homme ordinaire, la colère est une vague rouge qui submerge la raison. C'est une expérience purement négative, une perte de contrôle. Pour l'homme qui s'entraîne à penser, c'est tout autre chose. La colère est un système d'alarme, c'est un flux de données brutes. Imaginez le tableau de bord d'un avion de chasse. Chaque voyant qui s'allume n'est pas une catastrophe en soi, c'est une information qui exige une analyse et une action. Votre colère fonctionne de la même manière. Elle s'allume pour vous signaler quelque chose d'important. Une de vos valeurs a été violée, une de vos limites a été franchie, ou une injustice perçue a eu lieu. L'homme faible réagit à l'alarme en frappant le tableau de bord. Il crie, il s'agite, il perd son énergie dans une réaction stérile. L'homme supérieur, le stoïcien moderne, observe le voyant. Il se demande, quelle est la donnée exacte? Quelle limite a été franchie? L'injustice est-elle réelle ou perçue? Il ne juge pas l'émotion, il utilise l'information. C'est la première étape fondamentale. Cessez de voir la colère comme un ennemi et commencez à la voir comme un messager. Un messager brutal, certes, mais un messager vital. Bloc 2. Le mythe de la suppression. Pourquoi calme-toi est le pire conseil. C'est sans doute le conseil le plus courant et le plus destructeur qu'on puisse donner à un homme en colère. Calme-toi. Cela sous-entend que l'émotion est illégitime et qu'elle doit être écrasée. Tenter de supprimer la colère, c'est comme essayer de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Cela demande un effort constant et épuisant, et tôt ou tard, le ballon finit par jaillir à la surface avec une force décuplée et imprévisible. C'est exactement ce qui se passe dans votre psyché. Chaque fois que vous refoulez une frustration, une irritation, une injustice, vous ne la faites pas disparaître, vous la stockez. Vous la compressez dans les profondeurs de votre esprit. Cette énergie accumulée se transforme en ressentiment, en amertume, en anxiété diffuse. Et un jour, pour un détail insignifiant, un simple mot de trop, le barrage cède. L'explosion est alors disproportionnée, dévastatrice, et vous laisse avec un sentiment de honte et d'incompréhension.
Le stoïcisme véritable ne prône pas la suppression mais l'analyse et la redirection. L'objectif n'est pas de faire taire l'alarme, mais de comprendre pourquoi elle sonne et de couper son alimentation à la source, le jugement que vous portez sur l'événement. Bloc 3. La première forteresse, l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est ici que se joue toute la partie. Entre l'événement déclencheur, le commentaire insultant, la voiture qui vous coupe la route, le projet qui échoue et votre réaction, il existe un espace. Pour la plupart des gens, cet espace est microscopique. Il dure une fraction de seconde. L'insulte arrive et la riposte verbale part instantanément. Le stimulus et la réponse sont fusionnés. C'est le propre du mode réactif, du mode animal. Dans cet espace quasi inexistant, il n'y a ni liberté, ni choix, ni pouvoir. Vous êtes une simple machine de cause à effet. Le travail fondamental du stoïcien est de prendre conscience de cet espace et de l'élargir. Imaginez cet espace comme une zone tampon, une antichambre de la décision. C'est là que réside votre humanité, votre raison. Plus cet espace est large, plus vous avez le temps d'analyser la situation, de consulter vos principes et de choisir la réponse la plus intelligente, la plus stratégique. La colère impulsive vit dans l'instantanéité. La puissance, elle, vit dans cette pause. Votre premier objectif n'est pas d'éliminer la colère, mais de créer ce délai. Un délai d'1 seconde, puis 2, puis 5. C'est dans ce délai que vous reprenez le contrôle. Bloc 4. L'ingénierie de la pause. Comment créer cet espace en 4 secondes? Parler d'un espace entre stimulus et réponse peut sembler abstrait. Rendons cela concret. Comment, dans le feu de l'action, pouvez-vous matériellement créer cette pause? La réponse est physiologique. La colère déclenche une réponse du système nerveux sympathique. Le cœur s'accélère, le sang afflue vers les muscles, le cortex préfrontal, siège de la raison, est mis en veille. Pour reprendre le contrôle, vous devez pirater cette réponse biologique. La technique la plus simple et la plus efficace est celle que j'appelle la respiration tactique ou les 4 secondes stoïciennes. Dès que vous sentez la montée de la colère, avant de dire un mot, avant de faire un geste, vous faites ceci. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. Retenez les poumons vides en comptant jusqu'à 4. Répétez. Ce n'est pas un exercice de relaxation, c'est un interrupteur. Cet acte délibéré de contrôle de votre respiration envoie un signal à votre cerveau. Je suis aux commandes. Il force une baisse du rythme cardiaque et réactive votre cortex préfrontal. Ces quelques secondes sont suffisantes pour créer l'espace nécessaire. Vous n'avez pas éliminé la cause de la colère, mais vous avez brisé la chaîne de la réaction automatique. Vous êtes passé de passager à pilote. Bloc 5. La distinction cruciale. Colère chaude contre colère froide. Tous les hommes connaissent la colère chaude. C'est la rage impulsive, le cri, le poing qui se serre. C'est une explosion d'énergie brute, désordonnée et presque toujours contre-productive. Elle signale une perte de contrôle. Elle vous fait paraître faible, instable et donne à votre adversaire toutes les informations dont il a besoin pour vous manipuler. C'est la colère du commun des mortels. Mais il existe une autre forme de colère, beaucoup plus rare et infiniment plus puissante, la colère froide. La colère froide n'est pas une perte de contrôle, c'est une focalisation extrême. C'est l'énergie de la colère, débarrassée de son chaos émotionnel et canalisée vers un objectif unique et précis. Imaginez un chef d'entreprise qui découvre la trahison d'un concurrent. La colère chaude le pousserait à hurler, à envoyer des emails injurieux. La colère froide le pousse à s'isoler dans son bureau, à analyser la situation avec un calme glacial et à élaborer une stratégie en 3 étapes pour non seulement contrer son rival, mais pour prendre l'avantage. La colère froide est silencieuse, déterminée et implacable. Le but du stoïcien n'est pas d'éteindre le feu, mais de le transformer, de passer de l'incendie de forêt incontrôlable au chalumeau de précision capable de couper l'acier. Bloc 6. Le journal de bord de l'empereur. Documentez vos déclencheurs. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde, passait ses soirées à écrire pour lui-même. Ses méditations ne sont pas un traité philosophique,
mais un journal de guerre intime. Un outil pour disséquer ses propres pensées, ses propres faiblesses, ses propres réactions. Vous devez adopter la même approche. Mettez en place ce que l'on pourrait appeler un journal de colère ou un journal de déclencheur. Chaque soir, prenez 5 minutes pour noter les moments de la journée où vous avez ressenti de la colère ou une forte irritation. Ne vous contentez pas de décrire l'événement. Allez plus loin. Posez-vous les questions stoïciennes. 1. Quel a été l'événement extérieur exact? Exemple. Mon collègue a critiqué mon travail devant tout le monde. 2. Quel jugement interne ai-je porté sur cet événement? Exemple. Il a essayé de m'humilier publiquement, c'est un manque de respect intolérable. 3. Ce jugement est-il absolument vrai? Existe-t-il une autre interprétation possible? Cet exercice pratiqué régulièrement transforme votre relation à la colère. Vous passez du statut de victime de vos émotions à celui de scientifique de votre propre psyché. Vous commencez à voir des schémas, à identifier les véritables racines de vos réactions. C'est un travail d'intelligence, pas de lamentation. Bloc 7. Le assentiment. Le mot stoïcien que personne ne comprend. Voici un concept fondamental du stoïcisme que la plupart des gens ignorent ou interprètent mal. L'assentiment. Les stoïciens distinguaient l'impression de l'assentiment. Une impression est une donnée brute, neutre qui se présente à vos sens ou à votre esprit. Il pleut. Mon vol est annulé. Quelqu'un m'a traité d'idiot. Ces impressions initiales ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des faits. La colère, la tristesse ou la joie n'apparaissent qu'à l'étape suivante, l'assentiment. L'assentiment, c'est l'acte mental par lequel vous donnez votre accord à l'impression. Vous y ajoutez un jugement de valeur. Mon vol est annulé et c'est une catastrophe qui va ruiner mon voyage. C'est ce jugement ajouté qui crée l'émotion. Le pouvoir réside ici. Vous ne contrôlez pas l'impression initiale, mais vous avez un contrôle absolu sur l'assentiment. Personne ne peut vous forcer à croire qu'une insulte est humiliante si vous décidez qu'elle n'est que du son et du vent. C'est le cœur de la forteresse intérieure. Les événements extérieurs peuvent vous assaillir, mais ils ne peuvent pénétrer la citadelle que si vous leur ouvrez la porte en leur donnant votre assentiment. Refuser son assentiment à un jugement irrationnel est l'acte de pouvoir ultime. Bloc 8. Le pouvoir du recadrage. C'est un problème versus c'est une donnée. La plupart des hommes vivent dans un monde de problèmes. Leur voiture a un pneu crevé, c'est un problème. Leur patron leur donne une tâche difficile, c'est un problème. Leur partenaire est de mauvaise humeur, c'est un problème. Le mot problème est chargé émotionnellement. Il implique une menace, une injustice, une source de frustration. C'est un mot qui invite à la plainte et à la colère. Le stoïcien s'entraîne à bannir ce mot de son vocabulaire interne et à le remplacer par un autre, donnée ou situation. Un pneu crevé n'est pas un problème, c'est une situation qui requiert un changement de roue. Une tâche difficile n'est pas un problème, c'est un ensemble de données à traiter pour produire un résultat. Ce simple changement de langage, ce recadrage cognitif est incroyablement puissant. Il retire la charge émotionnelle de l'événement. Il vous fait passer d'une posture de victime « pourquoi ça m'arrive à moi ?» à une posture d'ingénieur « quels sont les paramètres ? Quelle est la solution la plus efficace ?» La colère naît souvent du sentiment d'impuissance face à un problème. En transformant les problèmes en données, vous reprenez le contrôle et l'émotion perd son carburant. C'est un ajustement subtil, mais il change tout. Bloc 9. La préméditation des insultes. Premeditatio malorum. C'est une technique stoïcienne avancée, souvent mal comprise. La préméditatio malorum, ou la préméditation des mots, n'est pas un exercice de pessimisme, c'est une vaccination psychologique. Chaque matin, prenez quelques instants pour visualiser les difficultés que vous pourriez rencontrer durant la journée, mais ne vous contentez pas d'imaginer les problèmes. Imaginez les provocations spécifiques. Visualisez un collègue qui vous contredit en réunion. Visualisez un conducteur agressif sur la route. Visualisez un client mécontent. Sentez la montée d'irritation initiale. Puis,
Et c'est là que réside la puissance de l'exercice. Répétez mentalement votre réponse stoïcienne. Visualisez-vous en train de faire une pause, de respirer, de vous souvenir que leurs actions ne dépendent pas de vous, mais que votre réaction, elle, dépend entièrement de vous. En faisant cela, vous préparez votre esprit. Vous créez des chemins neuronaux pour la réponse que vous souhaitez avoir. Lorsqu'un de ces événements se produit réellement, votre cerveau ne sera pas pris au dépourvu. Il aura déjà un script, une stratégie. Vous ne réagirez pas, vous agirez selon votre plan. C'est la différence entre un soldat qui part au combat sans entraînement et un membre des forces spéciales qui a répété la mission des centaines de fois en simulation. Bloc 10. L'énergie de la colère, le carburant que vous gaspillez. D'un point de vue purement biologique, la colère est une mobilisation massive d'énergie. Votre corps libère de l'adrénaline et du cortisol. Il augmente votre rythme cardiaque. Il prépare vos muscles à l'action. C'est une décharge de puissance brute. L'homme moyen gaspille cette énergie de la manière la plus inefficace qui soit. Il la dissipe en cris, en gestes violents, en ruminations mentales sans fin. C'est comme avoir un moteur de Formule 1 et l'utiliser pour faire tourner un mixeur. Une pure perte. L'homme supérieur reconnaît cette énergie pour ce qu'elle est, un carburant exceptionnel, bien que volatile. Le secret n'est pas de l'éteindre, mais de la canaliser. Vous êtes en colère contre votre patron ? Au lieu de vous plaindre, utilisez cette énergie pour peaufiner votre CV et postuler à de meilleures offres. Vous êtes frustré par votre manque de progrès à la salle de sport ? Utilisez cette frustration pour faire une série de plus, pour repousser vos limites. La colère vous dit où se trouve le problème. L'énergie qu'elle vous donne est ce qui vous permet de le résoudre. Apprenez à construire un conduit mental entre le réservoir de la colère et le moteur de vos actions constructives. Cessez de la subir. Commencez à la consommer. Bloc 11. Le principe de la vue d'en haut. Réduire le problème à sa juste taille, une autre technique puissante directement issue de Marc Aurèle. Lorsque vous vous sentez submergé par la colère à cause d'un événement, pratiquez un exercice de dézoomage mental. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de votre propre corps. Vous voyez la pièce où vous vous trouvez, puis le bâtiment, puis la ville. Continuez à monter. Vous voyez votre pays, le continent, la terre comme une petite bille bleue flottant dans l'immensité noire de l'espace. Depuis cette perspective, regardez à nouveau le problème qui a déclenché votre colère, cette insulte, ce contretemps, cette injustice mineure. Quelle est son importance à l'échelle cosmique? Quelle trace laissera-t-il dans une semaine, dans un an, dans un siècle? Le but de cet exercice n'est pas de minimiser ou d'invalider vos sentiments, le but est de donner aux événements leur juste proportion. La colère se nourrit de l'importance que nous accordons aux choses. En réduisant l'importance perçue de l'offense, vous affamez la colère. Vous réalisez que vous dépensez une quantité finie et précieuse d'énergie mentale et émotionnelle pour quelque chose d'infiniment petit. C'est une question d'économie de soi. Un homme puissant ne gaspille pas son capital sur des futilités. Bloc 12. Votre cercle d'influence. L'erreur de se battre contre la pluie. C'est le concept le plus simple du stoïcisme et pourtant le plus difficile à appliquer. La dichotomie du contrôle. Il y a dans l'univers deux types de choses, celles qui dépendent entièrement de vous et celles qui n'en dépendent pas du tout. Dans la première catégorie, vos jugements, vos opinions, vos actions, vos réactions. Dans la seconde, tout le reste. La météo, l'économie, les actions des autres, leur opinion sur vous, le passé, l'avenir. La quasi-totalité de la colère humaine provient d'une confusion fondamentale entre ces deux cercles. Elle naît de la tentative futile de contrôler ce qui est, par nature, incontrôlable. Se mettre en colère contre les embouteillages, c'est comme se battre contre la pluie. C'est un gaspillage total d'énergie qui ne change rien à la situation. La discipline stoïcienne consiste à entraîner son esprit à se concentrer exclusivement sur son propre cercle d'influence. Chaque fois que vous sentez la colère monter, posez-vous cette question simple et brutale. L'objet de ma colère est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de mon cercle de contrôle? Si la réponse est à l'extérieur, alors toute énergie dépensée en colère est une perte nette. Votre seule action possible est de vous concentrer sur ce que vous contrôlez, votre réponse à la situation.
Bloc 13. La colère comme outil de communication. L'expression stratégique. C'est ici que nous touchons au secret que les versions simplifiées du stoïcisme ignorent. Ils vous disent de ne jamais montrer de colère. C'est une erreur. Le stoïcisme ne vise pas à faire de vous un paillasson. Parfois, il est nécessaire de signifier une limite claire et ferme. Parfois, une expression de mécontentement est un outil de communication stratégique. La différence cruciale réside dans l'intention et le contrôle. La colère chaude est une réaction, une perte de contrôle. L'expression stratégique de la colère est une action délibérée. Vous n'êtes pas submergé par l'émotion, vous utilisez l'affichage de l'émotion pour atteindre un but précis. Pensez à un père qui utilise un ton ferme et sévère pour faire comprendre à son enfant qu'il a franchi une ligne rouge dangereuse. Il n'est pas en train de perdre la tête. Il joue un rôle pour éduquer et protéger. De même, au travail, un manager peut utiliser un ton grave et une attitude de mécontentement contrôlée pour signifier que la performance d'une équipe est inacceptable. Ce n'est pas une crise de nerfs, c'est une performance calculée. Le secret est de ne jamais laisser l'émotion vous posséder. Vous devez en rester le maître, le metteur en scène. C'est une arme à manier avec une extrême prudence, mais la refuser par principe, c'est se priver d'un outil puissant. Bloc 14. Sénèque et la justice. Quand la colère est justifiée, mais inutile. Que faire face à une injustice flagrante? Une trahison, une cruauté, un acte répréhensible? N'est-il pas juste et même nécessaire de ressentir de la colère? Les stoïciens répondent par une distinction subtile. Oui, l'acte peut être objectivement mauvais. Oui, il peut nécessiter une action corrective. Mais l'émotion de la colère elle-même est un mauvais guide pour cette action. Sénèque, dans son traité de la colère, utilise une métaphore puissante. Il dit que la colère est comme une lance qui se brise sur l'armure de l'ennemi et se retourne contre celui qui la tient. Même lorsqu'elle est dirigée contre une injustice réelle, la colère trouble le jugement. Elle pousse à des actions excessives, disproportionnées, qui finissent par desservir la cause de la justice. Un juge qui ressent de la haine pour l'accusé ne peut pas rendre un verdict juste. Un activiste aveuglé par la rage ne peut pas élaborer une stratégie efficace. La reconnaissance de l'injustice doit mener à une détermination froide, à une résolution calme et à une action stratégique, non à une fureur qui consume la raison. Votre indignation est le signal pour agir, mais la colère ne doit pas être le carburant de cette action. Le carburant doit être la raison, la justice et la discipline. Bloc 15. Le langage du pouvoir. Remplacez les mots émotionnels. Les mots que vous utilisez, même dans votre dialogue intérieur, façonnent votre réalité émotionnelle. L'homme moyen utilise un langage hyper émotionnel qui amplifie sa colère. C'est un cauchemar. Il me rend fou. Je suis furieux. Ces phrases ne décrivent pas seulement un état, elles le renforcent. Elles vous placent en position de victime passive d'une force extérieure. L'entraînement stoïcien passe par une réforme de son propre langage. C'est une discipline de précision sémantique. Au lieu de « je suis furieux », essayez de penser « je ressens une forte réaction de colère face à cette situation ». La première phrase est une identification. La seconde est une observation. Elle crée une distance. Au lieu de « il me rend fou », dites « son comportement est irrationnel et contre-productif ». Vous ne parlez plus de votre état émotionnel, mais vous analysez objectivement une action extérieure. Au lieu de « c'est inacceptable », qui est une plainte préférée, cette situation ne correspond pas à nos standards. Voici le plan d'action pour la corriger. Vous passez de l'émotion à la solution. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la clarté. Un langage précis mène à une pensée précise. Une pensée précise mène à une action contrôlée. Bloc 16. L'antidote physique, le mouvement comme libération cognitive. Les stoïciens comprenaient l'union indissociable du corps et de l'esprit. Lorsque la colère déferle, elle s'accompagne d'une puissante réaction chimique. Tenter de la combattre uniquement par la pensée, c'est comme essayer d'arrêter un tsunami avec un discours. Souvent, la première étape la plus efficace n'est pas mentale, mais physique. Quand vous sentez la pression monter, bougez, mais pas de manière explosive.
Ne frappez pas dans un mur, c'est une perte de contrôle. Optez pour un mouvement délibéré et soutenu. Allez marcher à un rythme rapide. Faites une série de pompes ou de squats. Montez et descendez des escaliers. L'objectif est double. Premièrement, vous donnez au cocktail hormonal de la colère, adrénaline, cortisol, ce pour quoi il est fait. Un effort physique. Vous brûlez le carburant de manière constructive au lieu de le laisser corroder votre esprit. Deuxièmement, l'effort physique force votre attention à se déplacer de la rumination mentale vers les sensations corporelles. Vous vous concentrez sur votre respiration, sur la brûlure de vos muscles. C'est une forme de méditation active qui brise le cercle vicieux des pensées colériques. Le mouvement n'est pas une fuite, c'est une réinitialisation, une manière de nettoyer le système pour permettre à la raison de reprendre sa place. Bloc 17. Le rôle de l'ego. La colère est souvent une blessure d'orgueil. Si vous analysez honnêtement les sources de votre colère, vous découvrirez qu'une immense majorité d'entre elles ne proviennent pas d'une injustice objective, mais d'une blessure à votre ego. Quelqu'un n'a pas reconnu votre statut, quelqu'un a remis en question votre intelligence, quelqu'un vous a manqué de respect. Le fil conducteur est toujours le même. L'image que vous avez de vous-même a été menacée. La colère est le chien de garde de l'ego. Elle aboie furieusement dès que quelqu'un s'approche trop près de cette construction fragile. Le stoïcisme propose une solution radicale, réduire la taille de la cible. Plus votre ego est grand, plus il est facile à toucher. L'homme qui a une confiance tranquille en sa propre valeur n'a pas besoin de la validation constante des autres. Une insulte ne l'atteint pas, car il sait qu'elle ne change rien à ce qu'il est. Il ne l'aperçoit pas comme une attaque, mais comme une simple opinion, aussi pertinente que l'avis d'un enfant sur la physique nucléaire. La prochaine fois que vous êtes en colère, posez-vous la question. Est-ce une véritable injustice qui est commise ou est-ce simplement mon orgueil qui est blessé? Dans la plupart des cas, la réponse vous forcera à voir la situation sous un jour nouveau, presque comique. Vous vous battez pour défendre une illusion. Bloc 18. La patience comme super pouvoir. Jouer le jeu sur le long terme. La colère est une émotion du présent. Elle exige une gratification immédiate, une réparation instantanée, une vengeance sur le champ. C'est une stratégie de court terme, et les stratégies de court terme mènent presque toujours à des défaites sur le long terme. L'homme en colère sacrifie son avenir pour une satisfaction éphémère dans le présent. Il dit les mots qu'il regrettera demain. Il prend la décision impulsive qui sabotera sa carrière dans un an. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à jouer le jeu sur le long terme. Cela demande de la patience, une vertu que notre monde instantané a complètement dévaluée. La patience n'est pas de la passivité, c'est une force stratégique, c'est la capacité d'absorber un coup sans riposter immédiatement, c'est la capacité de garder le silence quand l'instinct crie de parler. C'est la capacité de laisser l'autre faire une erreur, de le laisser s'exposer pendant que vous observez et planifiez. L'homme qui maîtrise la patience maîtrise le temps, et celui qui maîtrise le temps a un avantage écrasant sur celui qui ne vit que dans l'urgence de l'instant. La colère vous fait jouer aux échecs en ne pensant qu'au prochain coup. La patience stoïcienne vous fait voir 10 coups à l'avance. Bloc 19. Le paradoxe de l'indifférence. Ne pas se soucier de ce qui ne compte pas. Les stoïciens parlaient tout d'epkadiaphora, les choses indifférentes. Ce ne sont pas des choses sans importance, mais des choses qui sont moralement neutres, qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. La richesse, la santé, la réputation, ce sont des indifférents préférables, mais ils ne définissent pas votre valeur en tant qu'homme. Ce concept est un puissant antidote à la colère. Une grande partie de notre colère provient du fait que nous nous soucions énormément de choses qui sont, au fond, indifférentes. Nous nous mettons en colère parce que notre voiture est rayée, parce que notre équipe de sport a perdu, parce qu'un inconnu sur Internet n'est pas d'accord avec nous. Nous investissons une énergie émotionnelle massive dans des choses qui n'ont aucun impact sur notre caractère, notre vertu, notre sagesse. La pratique stoïcienne consiste à opérer un tri conscient. C'est décider activement de ce qui mérite votre investissement émotionnel et de ce qui n'en est pas digne.
Est-ce que cette opinion de mon collègue a un impact sur ma capacité à être un homme bon et efficace? Non. Alors, elle est indifférente. Est-ce que ce contretemps va m'empêcher de faire preuve de courage et de résilience? Non. Alors, il est indifférent. En retirant votre investissement émotionnel des choses futiles, vous conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. C'est le minimalisme appliqué à l'âme. Bloc 20. La synthèse. De la statue de marbre à l'ingénieur émotionnel, nous devons maintenant abandonner l'image erronée du stoïcien comme une statue froide et sans vie. C'est une caricature pour les esprits simples. La véritable ambition stoïcienne est bien plus grande et bien plus dynamique. Le but n'est pas de devenir insensible. Le but est de devenir un ingénieur de sa propre vie intérieure. Un ingénieur ne déteste pas les matériaux avec lesquels il travaille. Il ne craint pas la puissance de l'électricité ou la pression de l'eau. Il les étudie, il les comprend, il les respecte, et il construit des systèmes pour les canaliser, pour transformer leur puissance brute en quelque chose d'utile et de contrôlé. C'est votre nouvelle relation avec la colère. Vous n'en avez plus peur, vous ne la laissez plus vous submerger, vous la voyez arriver, vous l'analysez comme un signal, vous utilisez sa puissance comme un carburant. Vous la transformez d'une force chaotique de la nature en un outil de précision dans votre arsenal. Ce n'est pas une absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. C'est la différence fondamentale entre être un simple réacteur aux événements et être un acteur conscient dans le drame de sa propre vie. C'est la marque non pas d'un homme parfait, mais d'un homme libre. La colère n'est donc pas une faiblesse. Votre réaction à la colère est ce qui détermine votre force. Le commun des mortels est une marionnette de ses impulsions. L'homme supérieur est le marionnettiste. Il sent les ficelles, il comprend le mécanisme et il décide du mouvement. Le véritable pouvoir stoïcien n'est pas de ne rien ressentir. C'est de ressentir la montée de la colère et de choisir, dans cet espace que vous avez appris à créer, de la transformer en action, en discipline, en victoire. Vous avez maintenant le code, le cadre mental qui sépare l'élite intellectuelle de la masse réactive. La prochaine fois que vous sentirez la chaleur monter, la pression dans votre poitrine, ne la maudissez pas. Souriez intérieurement, c'est le signal, le début de votre stratégie, pas la fin de votre contrôle. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre force. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous pour plus de contenu de ce niveau. Laissez un like pour signaler à l'algorithme que ce genre de discussion est nécessaire. Pour finir, répondez dans les commentaires. Quelle est la seule technique de cette vidéo que vous allez appliquer dès aujourd'hui?